On fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça. Ah, 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 IDFM Radio Anguin 98 de la bande FM. Bonjour à toutes et à tous. Émission Retour aux sources avec un habitué de la radio, Hubert Thébault, qui est musicien, auteur et philosophe, producteur à Radio France pendant très longtemps. On va l'accueillir tout de suite. Racontez-nous un peu votre vie, Hubert Thébault. Bonjour Joël. Alors là, ça va être très 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 long, mais enfin, Non, on va pas passer. je vais synthétiser. D'accord. Je vais synthétiser autour de ce qui nous rassemble, c'est-à-dire le petit livre que je viens de faire paraître sur Mozart. En fait, j'ai commencé par faire des études musicales au conservatoire de Saint-Brieuc, d'ailleurs, loin, en Bretagne. Et puis ensuite, j'ai été professeur de musique à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et puis ça m'a amené à faire de la radio. Et c'est presque fini. J'ai passé toute ma vie ensuite à Radio France, essentiellement, où j'ai fait des émissions comme vous pendant plus de 20 ans, en direct tous les jours. Et puis après, je me suis occupé sur la fin de ma carrière d'un atelier de création. J'ai réalisé des documentaires, des fictions, etc., etc. Voilà. Voilà, donc ça fait beaucoup de choses à la radio. Donc vous êtes un pro de la radio. Donc là, vous avez écrit un livre, Mozart et les trois clés du temple, inspiration, aspiration, initiation, ce qui est une invitation à refaire le prodigieux chemin initiatique de Mozart en ouvrant les trois portes du mystère à la recherche du véritable secret. Quelle idée vous a pris de faire ce livre, justement ? Eh bien, curieusement, c'est pas Mozart au départ. L'idée de départ, c'est un jour, dans un dîner d'amis, les parents me disaient, toi qui es musicien, comment on fait pour que notre enfant apprenne la musique? Et d'ailleurs, on s'est mis à parler de comment on fait pour qu'un enfant ait toutes les chances de faire une vie heureuse et de la réussir, etc. Et en cherchant bien, je me suis dit, il y a trois conditions. La première, c'est l'inspiration, la créativité. Et ça, c'est toute la question du génie, parce qu'un musicien ou un peintre qui est inspiré, ça vaut le coup de s'interroger d'où ça vient. Donc je me suis dit, tiens, je vais réfléchir à ça. L'autre condition, c'est l'aspiration, c'est-à-dire pourquoi on a envie, on aspire à faire quelque chose, pourquoi on y use toute sa vie, comme Mozart, 18 heures par jour à ne faire que de la musique. D'où vient cette espèce de passion, d'envie, de vocation extraordinaire que je résume sous le mot d'aspiration. Et la troisième condition, c'est l'initiation. Initiation, ça vient du latin, ça veut dire mettre sur le chemin. Et en l'occurrence, Mozart, il a été mis sur le chemin de sa vocation par plusieurs écoles, mais la première, c'était son père, qui était d'abord un excellent pédagogue, un très grand musicien, et surtout un père très aimant, qui donnait du temps à son fils. Et puis c'est aussi la religion chrétienne, et c'est enfin la fréquentation de la franc-maçonnerie, parce que Mozart a aussi été franc-maçon à la fin de sa vie. Donc voilà l'explication de ces trois mots. Et Mozart est l'illustration parfaite d'un enfant réussi. Alors ce n'est pas un livre sur la franc-maçonnerie. Quand vous parlez du temple, de quel temple parlez-vous ? Je parle du temple de chacun, parce que nous avons tous un temple intérieur, bien entendu, qui est le cœur de nous, qui est le cœur du meilleur de nous, du meilleur de nos possibilités, du meilleur de ce que l'on a à donner aux autres, qui ne prennent pas toujours ou qui ne voient pas toujours. Mais ça, tout le monde l'a. Et en fait, pour que cette lumière intérieure qui est en chacun puisse s'épanouir à l'extérieur, il faut avoir une vocation, il faut avoir une envie et il faut être initié. Il faut avoir des précepteurs, des maîtres qui vous enseignent. Alors vous dites que le sous-titre de cet ouvrage, Les trois clés du temple, a été choisi pour illustrer ces trois notions dont vous avez parlé tout à l'heure, l'inspiration, l'aspiration, mais surtout l'initiation, et aussi bien sûr en référence à la foi et à l'engagement maçonnique des dernières années de Mozart. Oui. Il s'adresse donc à toute personne qui s'intéresse à l'ésotérisme. Oui, bien sûr, oui. C'est quand même... Oui, parce qu'il y a dans l'œuvre de Mozart aussi de nombreuses pages qu'il a composées parce qu'il a fréquenté le temple maçonnique, qui sont d'inspiration maçonnique, comme disent les musicologues. Et donc, c'est intéressant de voir ce qu'elles ont de particulier et en quoi elles témoignent d'une école philosophique que Mozart a fréquentée. Mais ce n'est pas l'essentiel du tout, c'est les 7 dernières années. Le reste, c'est sa foi surtout. C'est un garçon qui a été élevé entre 1756 et 1791, donc à une époque où dans l'Europe, on ne se posait pas la question de Dieu.
la religion, la foi étaient pratiquement livrées à la naissance, quoi, À tout le monde. à tout le monde. Enfin, il devait y avoir quelques athées ou quelques personnes qui doutaient quand même, mais on ne remettait pas beaucoup en cause cette notion d'un créateur. Donc Mozart ne doutait pas. Dans votre livre, il y a un tas, vous invitez les lecteurs à écouter tout un tas de musique, Oui. c'est-à-dire, comme vous êtes un très grand musicologue, vous nous amenez sur le chemin euh, de lui. Il y a même un chapitre, eh bien, moi, monsieur, je n'aime pas Mozart. Oui, parce que Pour ceux qui nous écoutent et qui n'aimeraient pas Mozart. Oui, c'est important de leur parler aussi, parce que j'ai cru bon de commencer par là. D'abord, on a parfaitement le droit de ne pas aimer la musique d'une façon générale. Moi, j'ai une amie qui, n'importe quel genre de musique, ça l'ennuie. Elle veut pas, quand on met de la musique de fond, elle veut qu'on arrête tout de suite. Donc, on peut respecter ça. Ne pas aimer la musique dite classique, parce qu'elle est seulement dite classique, aussi, on a le droit. Et puis, ne pas aimer Mozart en particulier, on a le droit également, on n'est pas obligé, quoi. Il faut dire que moi, quand j'entends j'aime pas, en général, je traduis tout de suite je ne connais pas. Parce que si on repousse systématiquement quelque chose, la première raison, c'est parce qu'on ne le connaît pas et que l'effort de le connaître nous intéresse à moitié, quoi. Mais en revanche, on a le droit de dire ça, mais moi je dis que si on veut bien aller boire à la source de Mozart, petit à petit, on va devenir accro. Je crois en tout cas. Et se priver de l'écouter, c'est se priver d'un des plus grands bonheurs qui sont proposés sur cette terre. Il y en a beaucoup, mais enfin celui-là, il est à disposition. Et voilà, c'est au choix de chacun. Votre chapitre numéro 2 s'appelle Ouverture et la lumière fut. Ouais. Donc c'est un chapitre qui nous propose comme premier morceau un requiem. Et là, vous pouvez parler de ce requiem. Alors oui, vous disiez que j'invite au fil de la lecture, ce sont des récréations en fait, hein, parce que c'est bien de lire un livre puis de temps en temps de faire des pauses. Et sur ce sujet-là, ce qui était pratique, c'est que je pouvais inviter le lecteur, puisqu'on parlait de musique, à faire des pauses en écoutant un extrait qui parle à l'oreille et qui explique ou qui en tout cas donne à vérifier ce que j'avais dit précédemment. Donc ce que je dis précédemment sur Mozart, la première illustration que je propose, c'est en effet un extrait du fameux Requiem. Qui n'a jamais été fini. Qui a été fini, mais pas par lui. Oui, ouais. C'est sa dernière œuvre, on peut dire. Oui, c'est sa dernière œuvre. Pour les gens qui ont vu Amadeus et qui sont nombreux, c'est un très bon film de Milos Forman. Sauf que la scène finale n'est pas vraie historiquement, parce que Mozart n'a pas dicté la fin de son Requiem sur son lit de mort à Salieri, mais à quelques élèves, et essentiellement à l'un d'entre eux qui s'appelait Süssmayer, et qui d'ailleurs a fini le Requiem après la mort de Mozart, parce que Mozart n'avait écrit que quelques pages, hein, il n'avait pas tout écrit. Et pour faire sentir la puissance de l'inspiration de Mozart, de la force de sa musique et tout ce qu'elle dit au-delà des notes, je trouvais que l'extrait de l'Offertorium là était bienvenu. Si vous voulez, on peut le vérifier tout de suite. C'est quel morceau ? C'est la première place. C'est celle question. Ça voilà. tombe très bien. Je vous avais dit qu'on serait bien synchronisés. Alors, c'est la première. Elle devrait partir. Partir. Voilà, donc c'était le premier morceau choisi par Hubert Thébault
pour vous faire découvrir ce livre, Mozart et les trois clés du temple, aux éditions Trajectoire, Inspiration, Aspiration, Initiation. Au chapitre 3, il y a une lettre de Mozart écrite à son père qui me semble intéressante. Oui. Il lui dit: Papa chéri, je ne puis écrire en vers, je ne suis pas poète. Je ne puis distribuer les phrases assez artistement pour leur faire produire des ombres et des lumières. Je ne suis pas peintre. Je ne puis exprimer par des signes et une pantomime mes sentiments et mes pensées. Je ne suis pas danseur, mais je le suis par les sons. Je suis musicien. Oui. Donc il a écrit beaucoup, beaucoup de lettres à cette époque-là. Énormément, oui. Plus de 2000 en 35 ans de vie. Ça nous rappelle qu'à l'époque, on n'avait pas de smartphone et qu'on s'écrivait par la voie traditionnelle. Et ça nous explique aussi que Mozart, toute sa vie, mais jusqu'à sa dernière minute, enfin jusqu'à la mort de Léopold, de son père, a écrit à son père fidèlement tout le temps. Il l'a tenu au courant de toutes ses aventures, il lui a demandé conseil toute sa vie. Enfin, il avait pour son père un amour et un respect absolu. Et quand il dit ça, quand il dit ce que vous venez de dire, eh ben c'est très significatif. Ça veut dire que cet homme-là ne s'est pas éparpillé dans la vie, vous voyez. Et on peut s'étonner qu'il ait tracé 630 pages de musique, toutes exceptionnelles, pour lesquelles, si moi je devais en faire une seule, ça me prendrait une vie. Encore 630, c'est celle qu'on a retrouvée. Oui, parce qu'on pense que toujours, d'ailleurs, il y a des pages égarées, mais pas beaucoup quand même. Chez Mozart, on a assez bien retracé le parcours. Mais en revanche, il a fait ça en 35 années. Il meurt à 35 ans. Donc il faut s'imaginer ce que ça représente comme somme de travail colossale et comme concentration sur un seul objectif, une seule spécialité, une seule passion. Ça nous donne des leçons pour aujourd'hui. Moi, je rencontre des jeunes qui me disent « Ah, comment on fait pour faire de la musique ?» Mais je dis, il faut juste s'y mettre. Comment on fait pour faire de la radio? Comment vous avez fait pour vous retrouver pendant 20 ans au micro? Quelle chance! Etc. Et à un moment, c'est de la chance un peu, mais enfin, c'est beaucoup, beaucoup surtout de détermination, de travail, de patience, de persévérance. Et dans ce sens-là, Mozart est exemplaire aussi. Alors, il n'était pas très grand, 1m66. Oui, c'était un petit bonhomme. Il faut dire qu'à l'époque, eu égard aux maladies et à la nourriture, tout le monde sait qu'on était plus petit qu'aujourd'hui en moyenne. Hein. Les hommes faisaient presque 15 cm de moins en moyenne qu'aujourd'hui. Et il était petit, il n'était pas très beau d'ailleurs parce qu'il avait eu la variole étant enfant. On attrapait tout un tas de maladies et il n'y avait pas de remède. Et la variole, c'était une maladie qui se traduisait par de très gros boutons un peu partout et en particulier sur le visage. Qui laisse des traces. Et qui laissait des cicatrices, des creux dans la peau. Donc il avait le visage tout craquelé comme ça, tout plein de cicatrices, de pustules anciennes. Donc il n'était pas très très beau, mais il était coquet. Il aimait bien s'habiller, se poudrer les cheveux, enfin se donner l'allure de quelqu'un d'élégant. Alors, vous dites qu'Amadeus, le nom d'Amadeus, c'est l'aimé des dieux. On peut peut-être le rappeler parce que c'est joli comme nom, Oui. Amadeus. C'est pas commun en plus. Il avait l'oreille absolue. Oui, alors ça, c'est une faculté que beaucoup de musiciens, enfin que certains musiciens ont, y compris des chanteurs connus. C'est la capacité à avoir en mémoire le la exact. Vous savez que le son est une vibration. Et donc, le la vibre à 440 fois par seconde. Eh bien, un musicien qui a l'oreille absolue, c'est celui qui est capable de chanter la note juste comme ça, sans repère. Et d'entendre aussi des valeurs de hauteur, de différence de hauteur entre deux notes que la plupart des gens qui ne sont pas musiciens n'entendent pas vraiment, n'arrivent pas à distinguer. Si vous voulez d'ailleurs, puisqu'on parle du son, je veux bien que vous passiez la plage 2. Ça dure 1 seconde, je vous préviens. Donc écoutons la plage 2. Alors attention, ça dure qu'1 seconde. Hein. Vous écoutez. C'est un la? Non, c'est un vers. C'est un vers. On peut le réécouter une fois? Oui. Il est parti à la suivante. Non. C'est un verre en cristal? Oui. Alors, ce verre en cristal, vous voyez, c'est moi qui l'ai enregistré naturellement, avec une petite cuillère, je frappe sur le verre et on entend une note. Et ça, c'est la musique. Le son est une vibration, c'est aussi une loi naturelle, l'acoustique est une loi naturelle par laquelle, à partir d'une note comme celle-là, il y a toute une génération de notes
qu'on n'entend pas parce qu'on les appelle les harmoniques. Elles ne sont pas dans des fréquences que l'oreille humaine entend. Mais ce que je veux dire, c'est que la nature, ou Dieu, pour ceux qui y croient, nous a donné ce matériau de départ, c'est-à-dire des notes qui génèrent d'autres notes. Et tout ça donne un accord parfait qui sonne juste à nos oreilles. Et les musiciens, et Mozart en particulier, les musiciens de l'époque classique, ont usé leur vie à visiter ce matériau de départ extraordinaire pour en faire des arrangements personnalisés à travers lesquels on peut entendre d'autres vibrations, on peut entendre des sentiments, on peut éprouver des sentiments, des émotions, etc. Donc c'est assez magique, c'est toute la magie de la musique. On va revenir à sa variole. C'est avec le médecin qui l'a soigné, je crois, Oui, qui fait qu'il a composé, je ne sais plus, je crois que c'est un opéra ou pour ce médecin-là, pour le remercier. Et ce médecin était franc-maçon, je crois. oui, alors comme Mozart, très petit, puisqu'il commence sa première tournée en musicien vedette, si je puis dire, hein, il la commence à l'âge de 6 ou 7 ans. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il est déjà connu comme un musicien exceptionnel à l'âge de 6 ou 7 ans. Alors, où en Autriche et un peu partout en Allemagne, etc. Et donc, il va faire des tournées avec son père, il va aller se produire Et sa sœur. et sa sœur, qui avait 50 de plus et qui était bonne musicienne également. Et puis, il va faire des tournées un petit peu partout, et en particulier devant les cours européennes, y compris à Versailles, où la reine Marie-Antoinette le prend sur ses genoux à l'époque. Et il lui parle en allemand. Il parlait combien de langues? A priori, il en parlait au moins 4. Il parlait bien entendu l'allemand et l'autrichien, qui sont quand même très voisines. Il parlait un petit peu l'anglais, il parlait l'italien, parce que quand on fait de l'opéra et de la musique, à cette époque-là, on est obligé de comprendre l'italien. Et sans doute un peu français aussi. Il a fait 2 séjours à Paris. Alors, parler une langue, c'est une chose. Enfin, Mais il a parlé. il était capable de se faire comprendre. Mais le français, vous expliquez dans votre livre à un moment que c'est pas une langue qu'il aime bien pour faire des opéras. Absolument. Pour rien faire, d'ailleurs. Il estime que pour le chant, pour la musique, le français, ça sonne mal. Et que c'est impossible, pratiquement, selon lui, d'écrire de la musique avec la langue française, enfin en tout cas des opéras et des choses comme ça. Il faut rappeler aussi qu'à l'époque, d'ailleurs, tous les opéras sont écrits en italien pour la partie du texte. Il y en a aussi qui sont en allemand, mais enfin, le genre dominant à l'époque, c'est l'italien. On va peut-être revenir sur le temple. Oui. Donc, de quel temple s'agit-il? C'est d'un temple intérieur. Vous dites aussi que le temple est un espace de réconciliation entre le profane et le sacré, entre la technique de l'art, entre la création et ses créatures, entre l'inaccessible et le manifeste. Oui, le manifester, oui. Manifester, oui. Oui, alors, les hommes expriment ça de différentes manières. Il y a des gens qui ont une croyance, qui croient en un Dieu. Ils sont différents, ils croient en différents dieux d'ailleurs, parce qu'en Inde, à l'heure où je parle, il y a des gens qui croient en Vishnu, en Brahma, en Krishna, etc. Et de ce côté-ci du monde, on croit à Mahomet, à Allah, à Dieu, le Dieu des chrétiens, enfin bon. Mais en gros, toute religion confondue, la quête des hommes tout autour de la planète et au fil des siècles, c'est quand même toujours la même chose. C'est quel est ce principe supérieur qui m'a fabriqué et qui a fabriqué tout ce que je vois autour de moi. Alors, il y a ceux qui ne croient en rien, ils ont le droit aussi, c'est-à-dire qu'ils pensent qu'on est là par hasard et qu'on va mourir et que ce sera fini. Bon, peut-être ont-ils raison, c'est peut-être un peu simpliste, c'est peut-être plus intéressant de se demander, de se poser la question. Et quand je parle du temple intérieur de chacun, je parle de l'espace sacré dans le cœur de chacun, où chacun sent bien en lui une présence ou une nature un peu plus complexe et surtout un petit peu plus pure que la seule apparence des choses autour de nous. Vous dites aussi que de temple vient le mot contemplation. Oui. C'est bien de le rappeler. Donc, contempler, c'est aller dans le temple, finalement. Oui, c'est cum et templum, c'est-à-dire c'est se mettre ensemble, se réunir pour s'interroger ensemble. Les 3 premières lettres de temple, TEM,
c'est le téménos en grec, ça veut dire l'espace sacré que l'on dessinait à l'origine du temps des Romains. Il y avait ce qu'on appelait des augures, qui étaient des gens qui étaient les voyants ou les mages ou les devins de l'époque. Et le peuple venait beaucoup les consulter. Et ces gens-là, en général, dessinaient sur le sol avec leur bâton un rond ou un carré et disaient là, à partir de ce cercle, on va regarder les étoiles et on va être en connexion avec le ciel. Et là, ils faisaient des prédictions. Et TEM de temple, le téménos, eh ben, ça désigne cette aire, cet espace. Et après, on a fait des murs autour, c'est devenu des églises, c'est devenu des temples, c'est devenu des synagogues, c'est devenu tous les lieux sacrés, les constructions sacrées qu'on appelle des temples. Vous dites aussi qu'il faut, pour qu'il y ait un temple, il faut deux choses, un lieu orienté, ce fameux temple, et une intention véritable. Oui, une intention. C'est Oui, important l'intention aussi. Hein. oui si vous allez par exemple, là on sort d'ici ensemble et on va à la butte Montmartre, si on rentre dans la basilique, vous verrez qu'il y a toute l'année, à toute heure du jour, enfin aussi longtemps qu'elle est ouverte, il y a un défilé permanent, à Notre-Dame aussi, et dans les autres, un défilé permanent de gens du monde entier, de toutes les couleurs, de tous les âges, etc., qui tournent autour de l'autel, qui font le tour. C'est comme une valse lente éternelle de gens qui s'interrogent, qui tournent autour de la question. Et c'est pas par hasard, ils viennent pas seulement voir un joli ajustement de pierre, ils viennent s'interroger. Et je pense que l'humanité n'existe sous sa forme la moins barbare que parce que des gens s'interrogent sur leur origine, en particulier dans le temple. Et c'est ce qu'a fait Mozart dans sa musique. Il s'est interrogé toute sa vie comment traduire en musique tout ça. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre qui m'a amusé, il y en a certains qui ne voient dans le temple qu'une surface dans la ville démesurée et dérisoire, où quelques naïfs, utopistes, se satisfont encore de la fastidieuse récitation de leurs écritures respectives, autant de mètres carrés au prix qu'ils ont atteint aujourd'hui, qui devraient revenir de droit au sans-logis, affirme l'athée de bonne volonté. Vous avez vu qu'on détruit des églises de plus en Oui, plus. oui, oui. Voilà, ça, j'ai trouvé ça amusant que vous disiez que à notre époque, il y en a qui pensent que ce sont des endroits qui ne servent à rien. Mais vous savez, c'est cyclique parce que c'est vrai à notre époque, mais c'était vrai aussi en 1789 où on a décapité les statues, où on a brûlé les prêtres, on les a décapités, on a décidé que Dieu n'existait plus au nom de la Révolution qui voulait le bonheur du peuple, d'ailleurs, sincèrement. Donc c'est la nature aussi, ça, c'est le cycle normal de l'homme. Il construit des hôtels et des temples, et puis après il les détruit. Vous nous dites aussi que le premier livre des rois nous rappelle que sur le parvis du temple de Jérusalem, où chacun se déchaussait, des prêtres circulaient en permanence pour s'assurer qu'aucune pièce de monnaie n'était tombée en ce lieu sacré. Oui. Ça, c'est bien de le rappeler aussi. Il y a deux choses qui font le malheur de l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que les métaux sont très suspects. Essentiellement, c'est l'argent et les armes. Or, les deux, argent et armes, c'est des fabrications humaines. Ce ne sont pas des fabrications divines. Ce n'est pas au départ un matériau fourni par la nature pour faire des pièces de monnaie ou des fusils. C'est l'homme qui fabrique ça. Et donc, les anciens, alors je parle du temple de Jérusalem parce qu'il est symbolique, mais il y en a d'autres. Le temple lui-même ne contenait pas de fer. Il était fait de pierre et de bois, des éléments naturels. On était plus écologique que jamais, finalement, 4000 ans avant Jésus-Christ. Alors, on va peut-être parler de la flûte enchantée, si souvent désignée comme l'œuvre la plus maçonnique de Mozart, et qui parle de ce temple égyptien. Oui, cet opéra est en effet maçonnique parce que, tout simplement, il reprend une histoire où apparaissent tous les symboles les plus évidents qu'utilisent les francs-maçons, c'est-à-dire l'air, la terre, le feu, l'eau, la lumière, le soleil, Il y avait la Isis, lune, oui. etc., etc. Et l'histoire que raconte cet opéra, c'est toute l'histoire finalement d'une initiation. Ces deux jeunes gens qui sont innocents, qui sont bons, qui sont purs, et qui se font dans un premier temps manipuler, et puis finalement ils découvrent
Ils découvrent le juste, le vrai, le beau, et ils deviennent eux-mêmes capables de le transmettre. En gros, je vous résume la situation, parce qu'il faudrait longtemps. Donc on a dit que c'était un opéra maçonnique. En réalité, c'était quand même avant tout une œuvre composée par Mozart pour plaire à son public. Car la seule ambition et l'obsession de Mozart, ça a quand même toujours été de faire en sorte que, c'est lui qui le dit, que sa musique soit belle. Et c'était pas rien comme entreprise. On va revenir sur une phrase qui m'a étonnée dans votre livre. Pour le chrétien Mozart, initié à la foi et à une rigoureuse pratique religieuse par un père profondément croyant et instruit de théologie, Oui. Dieu ordonne tout, et vous avez mis entre parenthèses le bien et le mal pour le bien de ceux qui, l'ayant reconnu, cherchent à obéir et coopérer à ses divins objectifs. Donc pour Mozart, Dieu, il est la source de tout, du bien et du mal. Ah oui, là, il n'y a pas de doute, oui. Bah, il est la source de tout, donc du bien et du mal, car sans mal, il n'y a pas de bien. La vérité de ce monde, hélas, c'est que le mal, finalement, c'est le terreau sur lequel peut pousser le bien. Et nous voyons cela comme une injustice, alors qu'en réalité, c'est une perfection. Le monde ne peut pas être autrement. Par exemple, l'homme, elle a beaucoup de mal à admettre qu'il va falloir mourir, vous voyez. Je trouve ça complètement injuste, pas bien du tout, quoi. En réalité, si on réfléchit 5 minutes, la vie ne peut pas faire mieux. Parce que qu'est-ce que ce serait qu'un monde où d'un seul coup, les choses ne mourraient plus? Alors, il n'y en aurait que pour elles, et il n'y aurait un seul échantillon de chaque chose qui vivrait éternellement. Il faut bien que la vie se renouvelle. Il ne faudrait pas se reproduire. Pardon? Il ne faudrait plus se reproduire. Oui, donc la vie veut qu'on se reproduise, donc qu'on meurt. Et on peut voir la mort comme un mal ou comme un bien si on a la foi. Alors, à l'époque de Mozart, on croyait en Dieu, on le répète, ou du moins au divin, jusqu'au point de penser que l'ineffable harmonie des sons musicaux pouvait monter jusqu'aux cieux. Oui. Ça, c'est intéressant. C'est aussi pour ça qu'il y a des montées comme ça dans les chants et dans les... Alors oui, vous avez raison, il y a des fois des aspects assez exaltés à la musique, hein. On l'a vu dans l'Offertorium tout à l'heure. Il y a toute une époque, en effet, je cite Palestrina et Allegri parce qu'on est au début de la Renaissance, et à cette époque-là, on considère que la musique sacrée, c'est vraiment une musique à part, qui est faite pour le culte, qui est faite pour l'Église, qui a un pouvoir de relier les hommes avec Dieu, etc., etc. La notion de musique sacrée va beaucoup évoluer, y compris à partir du temps de Mozart, mais en tout cas à cette époque-là, il faudrait qu'on ait le temps de parler de la différence entre musique sacrée, musique spirituelle et musique religieuse. Mais enfin, à cette époque-là, on était convaincu que l'harmonie des sphères, ça existait, et que donc une jolie musique produite par un homme devait pouvoir rejoindre cette harmonie-là. Alors, quelle est la différence entre la musique sacrée, spirituelle et... Alors, la musique religieuse, c'est une musique sacrée qui est faite pour le cadre du culte, donc pour être jouée dans un temple spécifiquement. Une musique sacrée, une musique spirituelle, c'est une musique qui s'inspire de notions de foi, de notions sacrées éventuellement, de tout ce qui touche à l'esprit, mais qui peut être jouée en dehors du temple. Et puis une musique sacrée, c'est une musique qui a une connotation sacrée, qui vient d'une source d'un culte quelconque, mais qui n'est pas forcément religieuse. Vous voyez, voilà, donc c'est très très large. Oui, parce par exemple, une musique sacrée pour les Indiens d'Amérique, oui, chant sacré, voilà. Ça peut être un chant très profane à nos yeux, mais en réalité, il est sacré, mais il n'est pas religieux. Chacun demeure libre de ne voir en Mozart qu'un pauvre mortel comme les autres qui n'a travaillé avec tant d'acharnement et de réussite que pour courir après ses dettes, après la fortune ou la gloire. Mais cette hypothèse résiste mal aux oreilles de ceux qui se sont laissés gagner par l'amour de la musique. Alors, il y en a certains qui disent qu'il avait un sale caractère, Mozart. Oui, ça, ce sont un peu des caricatures, parce que moi, j'ai un sale caractère aussi, vous aussi, enfin tout le monde, hein, ça dépend à quelle heure. Et donc, Mozart était quelqu'un d'exigeant avec lui-même, donc exigeant aussi. Il avait du mal à supporter qu'on dise des bêtises sur sa musique, par exemple, y compris quand c'était des puissants qui venaient lui dire « je sais pas, j'ai pas beaucoup aimé ». Bon, il était du genre à dire que c'était pas juste. Mais
mais ce n'est que par instant. Par ailleurs, il avait un caractère plutôt très joueur et j'allais dire même très déconneur, si vous me permettez l'expression. C'était quelqu'un qui courait après les filles sous les tables dans les palais, qui aimait hurler de rire à tout instant, qui faisait des blagues, qui adorait les histoires drôles, qui se faisait appeler Trashomme, c'est-à-dire qu'il faisait du verlan avant qu'on en fasse nous-mêmes, voilà, qui faisait plein de trucs comme ça. C'était un fantaisiste, c'était un joyeux de rire. Mais il y a aussi cette phrase de lui qui prouve qu'il n'était pas que ça, qui est dans votre livre, à la clé numéro 2. Je ne peux pas bien t'expliquer mon impression, c'est une espèce de vide qui me fait très mal, une certaine aspiration qui, n'étant jamais satisfaite, ne cesse jamais et croît de jour en jour. Il y avait quand même un grand vide en lui aussi. Il y avait le goût du travail, l'envie de... Ce vide-là, en effet, c'était deux choses. C'était d'abord l'envie de servir à quelque chose, de faire quelque chose de beau. Il avait encore une fois été éduqué très tôt dans l'idée de la beauté, dans des canons artistiques, etc. Et puis, je crois que c'était un homme qui adorait la vie, et la vie, c'est faire quelque chose. La vie, c'est s'employer à quelque chose à quoi on croit. Donc, quand il dit j'ai une aspiration à faire bien, j'ai une aspiration à travailler, j'ai une aspiration à fabriquer de la beauté, c'est de ça qu'il s'agit. C'est cette notion d'aspiration qui fait la clé numéro 2 de ce petit livre, oui. Et puis vous nous expliquez aussi que Léopold avait épousé Anna Maria Perlt, sa mère, qui lui donna au total 7 enfants. Donc il n'y en a que 2 qui ont survécu. Donc Oui. c'était quelqu'un qui s'accrochait à la vie. Ah Sa sœur et lui, finalement. Oui. Et toute sa vie, parce que pour lui aussi, il va y avoir des enfants qui vont mourir, mais ça, c'était le lot. Lui, c'est pareil, il n'en a que 2 qui survivent. Oui, je crois qu'il y en a eu... Il en a fait 7 ou 5 5, je crois, 5. Et en effet, oui, il a eu 2 fils qui ont survécu. Et c'était c'était la loi du genre à l'époque. Les parents avaient des enfants et il en mourait énormément, quoi. Le pourcentage, hélas, de mort infantile était très grand parce qu'il n'y avait pas de remède, il n'y avait pratiquement pas de solution. Alors, quelle est la pause musicale que vous vouliez nous passer en numéro 3 ? Eh bien, par exemple, on peut mettre quelque chose d'un peu festif qui est l'ouverture de l'enlèvement au sérail. C'est une sorte de turquerie, si vous voulez. C'est un opéra de Mozart et c'est l'exemple d'un opéra joyeux, festif, etc. Donc ça sera un autre aspect. Et voilà, nous retrouvons Hubert Thébault dans ce retour aux sources avec Mozart aujourd'hui et les 3 clés du temple. Inspiration, initiation aux éditions Trajectoire. Et Mozart disait, après Dieu, il y a papa. Oui. Mais et sa mère ? On n'en parle pas beaucoup de sa mère. Eh bien non, curieusement, alors il adorait sa mère, parce qu'on en a des preuves, entre autres... Au moment où elle meurt en 1778, Mozart est à Paris, ça marche mal. Oui. Elle meurt à Paris. Toute la famille est là et ça marche très très mal pour Mozart parce que en 1778, il a 22 ans et l'enfant star, c'est fini. Donc lui, il a connu Paris enfant où il a été reçu à Versailles, etc. Et là, il revient et il a affaire à des gens qui lui font faire de la musique qu'il ne paye pas. Qu'ils font attendre dans les salons, qu'ils font attraper froid, qui lui disent que finalement, on n'a pas besoin de lui. Et donc, il gardera un très mauvais souvenir de Paris. Et c'est cette année-là, 1778, que meurt sa mère, Maria Magdalena. Du typhus. Du typhus, absolument. Et alors, il aimait sa mère, mais c'est vrai qu'il en parle moins dans ses lettres parce que son père, c'est tout à la fois. C'est son précepteur, c'est son maître à penser, c'est son professeur de musique, c'est son guide, impresario. Son impresario, absolument. Donc, voilà, on a plus de témoignages, de lettres où il parle directement à son papa, mais il aimait beaucoup sa mère. Il disait...
on fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça, on fait tout ça. Ah, 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 On l'enterre à Saint-Eustache, on l'a récupérée après ou elle Ah non, reste- non, alors parce que le cimetière de Saint-Eustache n'existe plus. Alors elle était toujours là ou elle est repartie Donc, chez elle? à vrai dire, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, Mm. mais je pense que quand les grands travaux ont commencé et qu'on a rasé le cimetière Saint-Eustache, c'était bien longtemps après sa mort, et je ne sais pas si à l'époque, quelqu'un s'est préoccupé de récupérer les restes de la maman de Mozart. J'en doute. Vous allez nous rappeler ce que c'est que ce fameux cas qui précède le numéro de toutes les œuvres de Mozart. Ah oui, alors ça, Parce c'est que très, ça- très important. C'est très important parce que dans mon livre, j'ai voulu, je trouve très important que les gens puissent, que les lecteurs puissent écouter la musique en même temps qu'on en parle, parce que c'est bien d'en parler, mais il y a un moment donné, il faut écouter. Et donc, il y a un moyen très simple de faire ça aujourd'hui, c'est toute la magie de notre époque. Il suffit de prendre son smartphone ou son ordinateur ou sa tablette et d'aller dans un moteur de recherche, n'importe lequel, que ce soit Safari ou Google, et vous tapez K plus 3 numéros et vous tombez sur un morceau de Mozart. Le K, pour vous répondre, c'est l'initiale de Monsieur Köchel. Alors Köchel, c'était un éditeur de musique et c'est lui qui, le premier, a répertorié, numéroté, pas forcément d'ailleurs dans l'ordre chronologique, hein, mais il a numéroté, il a fait tout le listing des œuvres de Mozart. Il n'y a Et que donc- Mozart alors avec un K. Pardon? Il n'y a que Mozart avec Oui. un K. Donc, le Köchel, c'est que pour Mozart. Köchel, c'est le catalogue. Alors, il en a fait d'autres, Köchel, des catalogues, mais en l'occurrence, le catalogue Köchel de Mozart, c'est celui qui permet de reconnaître les œuvres de Mozart. Si vous tapez, par exemple, K452, c'est le quatuor pour piano et instrument avant en mi bémol majeur de Mozart. Ça ne peut pas être autre chose. Donc, c'est très facile, parce qu'en tapant donc une lettre et 3 chiffres, vous tombez forcément sur une œuvre. Et bien entendu, je donne les numéros de toutes les œuvres que je recommande d'écouter au fil de la lecture. Donc les opus, ils sont arrivés après. Alors, les opus, c'est autre chose. C'est des versions différentes. C'est un peu compliqué, ça. Retenez simplement que ce moyen-là est le plus simple pour trouver immédiatement, dans le délai le plus bref, un morceau choisi de Mozart. Oui, sinon après, il faut taper tout un tas de... Oui, parce qu'après, il y a des versions, il y a des interprétations différentes, etc. Par exemple, le K5, d'ailleurs, je crois que je l'ai là, on pourrait l'écouter, c'est très intéressant. C'est le premier morceau composé par Mozart. Est-ce que je l'ai là? C'est le 4e, non? C'est le combien? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Donc le K5 serait son premier morceau. Oui, alors en tout cas, c'est ce que l'on croit, parce qu'il est très difficile de savoir quel est le premier écrit de sa main. On sait qu'il compose avant de savoir lire et écrire, mais en revanche, évidemment, les premiers temps, c'est son père qui note, c'est son père qui écrit. Mais il est probable que dès l'âge de 6 ans, il a commencé par écrire ses partitions lui-même. Et l'un des tout premiers morceaux qu'il ait composé, et qui celui-là a été noté par son père, c'est l'Allegro en Do majeur de 1763. C'est le K5 tout simplement. Oui, K5A pour être précis. Si vous le trouvez sur Internet, c'est formidable. Je crois que je ne l'ai pas apporté avec moi. Alors, je vais vous mettre juste le début. Vous me direz si c'est la bonne chose. Oui. Voilà. Donc, Oui, ben c'est ça. Alors, on reconnaît quand même que pour un enfant de... Ça, c'est 1763, donc il a 7 ans. Pour un enfant de 7 ans, écrire ça, c'est déjà pas en mal. plus, c'est rapide. Voilà. Il devait avoir des petites mains. Oui, on reconnaît que la mélodie est assez simpliste, hein, mais il y a de l'idée, il y a de l'harmonie, il y a de la virtuosité déjà.
Et Mozart, c'est ça en fait. C'est de l'idée, c'est de l'harmonie parfaite et c'est surtout de la créativité. On n'a jamais entendu autre chose qui ressemble à Mozart. Il a eu beaucoup d'imitateurs par la suite, mais Mozart se reconnaît tout de suite. Alors, vous disiez qu'il aimait les jeux de toutes sortes, mais il aimait aussi l'escrime et l'équitation, et il vénérait les chiens, les chats, les oiseaux, et possédait même un étourneau auquel il tentait de faire siffler ses mélodies. Ça Oui. devait être impossible. Oui, oui, il aimait bien les bêtes. Il était très, très. Il avait beaucoup de cœur, Mozart. Il était très sensible. On s'étonnerait du contraire. Alors en plus, son père, son impresario, finalement, lui fait connaître aussi toutes les musiques de son temps. Et il dissèque les opéras de Gluck à Milan, donc il se promène beaucoup. Hein. Il y a une carte. Oui. Vous avez mis une carte de toutes les balades qu'il a Voilà, fait. parce que je trouve ça tellement impressionnant, j'ai fait une carte d'Europe où j'ai indiqué les principales villes où il a voyagé, où il s'est produit, on dirait aujourd'hui. Et alors ça commence quand même en 1763, au mois de novembre, donc il a à peine 7 ans, il n'a pas 7 ans encore. Et puis ça continue comme ça jusqu'à la fin de sa vie, 35 ans d'un parcours incroyable. Et comme vous le disiez très justement, sur sa route, et dès l'enfance, il va rencontrer des musiciens qui pour lui vont être exemplaires. Alors Gluck, c'est un drôle de nom d'abord, Gluck. On dirait un lavabo qui se vide, mais en réalité, c'est un grand compositeur, compositeur d'opéra en particulier, allemand, qui est mort en 1787 et qui est un compositeur important dans le monde germanophone. Jean Chrétien Bach, lui, c'est le 11e et dernier fils de Bach. Et il a été très ami avec l'enfant Mozart. Il était un peu plus âgé que lui. Il l'a connu quand il avait 8 ans, Mozart. Et ben, c'est pareil, il a joué, c'était à Londres qu'il l'a rencontré. Et Mozart a arrangé des sonates de Jean Chrétien Bach et il l'a beaucoup aimé. Et puis il y avait enfin le père Martini, très célèbre pour les musiciens, parce que c'était à la fois un claveciniste, un théologien, un philosophe et un maître de la musique. En fait, c'était un moine. Et Mozart l'a rencontré à Bologne. Et comme c'était un grand esprit, eh bien, ça a été l'une des grandes rencontres de Wolfgang. Amadeus, Ouais, l'aimé de Dieu. l'aimé de Dieu. Alors, on en revient un peu à cette clé du temple. On a pu croire jusqu'à s'en persuader, comme le firent plusieurs de ses biographes, que Mozart, mort 2 ans après l'emprise de la Bastille, fut un chantre enthousiaste des idées pré-révolutionnaires. Mais qu'en est-il en vérité? Non, c'est ce que je dis un peu longuement. On a essayé par tous les moyens, parce que sa musique est vraiment révolutionnaire. Elle est vraiment. Mozart tourne une page, quoi. Il marque son temps, il marque l'histoire des hommes une fois pour toutes. Et donc, on aurait bien aimé, puisqu'il était contemporain de la Révolution française et tout, qu'il soit comme ça. En réalité, non, pas vraiment. Il n'était pas très intéressé par la politique. Il a fait un opéra qui s'appelle Les Noces de Figaro, Oui. dont le sujet était tiré de Beaumarchais, Beaumarchais, qui lui, en revanche, était engagé. dans son opéra à Beaumarchais. Il avait mis, dans sa pièce de théâtre, il avait mis, lui, des idées révolutionnaires, progressistes, etc. Mais je crois que Mozart, avec son librettiste, a juste récupéré, on dirait aujourd'hui, le synopsis ou le pitch de Beaumarchais, et il l'a soigneusement édulcoré de tout ce qui pouvait fâcher l'empereur. Donc son objectif n'était pas de prouver des idées politiques à Mozart. Oui, mais il a quand même pris le livret pour en faire quelque chose. Oui. Mais il n'en a pas fait un opéra au service des idées révolutionnaires contenues dans l'œuvre. En revanche, vous parliez de la Marseillaise, enfin de la Révolution. Alors là, il y a un morceau très intéressant qui est le numéro 10, où vous allez voir que Mozart est le père de la Marseillaise. Alors ça, quand je dis ça, je m'aperçois qu'il y a peu de gens qui le savent, et pourtant, c'est tout à fait spectaculaire. Allez, on y va. Mais la thématique, alors je vais vous expliquer d'abord, la thématique principale de la Marseillaise, c'est taran, taran, tan, 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 tan. Ça, c'est Mozart qui l'a inventé. Alors lui, il l'a écrit en mineur, alors que la Marseillaise est en majeur. Et en fait, on trouve cette mélodie-là dans le 25e concerto pour piano. On va donc écouter... Qui date de quelle année? Qui date de 1786. Alors que la Marseillaise est censée... Alors que la Marseillaise, c'est 91. 92. Ou 92 plutôt, oui d'ailleurs. Avril 92, exactement. Et
moi, je ne peux pas douter, et beaucoup de musiciens, de musicologues disent la même chose, on ne peut pas douter que le monsieur qui a composé la Marseillaise, on croit que c'est Rouget de Lille, mais c'est pas sûr. Il n'a pas signé, vous dites qu'il n'a Ouais, pas signé. il l'a pas Rouget de Lille. signé. On pense qu'il avait fort bien entendu la jolie mélodie de Mozart. Écoutez plutôt. Non, c'est le numéro 10. Vous avez dit la 10. Eh ben, c'est pas... C'est la 10. C'est pas la bonne. Alors vous avez bien remarqué que ce n'est pas du tout la Marseillaise. C'est pas du tout la Marseillaise, mais ça tombe bien parce qu'on va dire ce que c'est que ça. Ce qu'on vient d'entendre, c'est un concerto pour flûte et harpe. Bah, on va écouter la fin. Absolument magnifique. Voilà, donc même ceux qui n'aiment pas Mozart, qui n'ont pas l'oreille musicale, se sont rendus compte que ça ne ressemble pas Ah à non. la Marseillaise. On va essayer la 9. On va voir. Non, c'est pas ça non plus. Alors, ça serait la 11 ? Ah bah c'est la 11, oui. Bah, alors, voilà. Ah oui, c'est la dernière plage en fait, mais j'ai dû me tromper dans mes numéros. Alors, attention. Alors là, vous avez fait un montage Oui. entre donc ce concerto. Concerto pour piano en do mineur, donc on a entendu, on a reconnu la marque de Mozart. Et puis ensuite, eh bien, on a entendu la version de la Marseillaise, j'allais dire normale, et puis celle orchestrée par Hector Berlioz à la fin, avec ses chœurs grandiloquents. Et on a entendu aussi au milieu le chant du départ, qui est La République nous appelle, qui est exactement bâti sur la même mélodie aussi. Donc en tout cas, le tout premier de tout cela, c'est Mozart. Et pour le concerto pour flûte et harpe, ce serait bien qu'on en dise un mot parce que l'histoire est formidable. Vous avez entendu un petit extrait là par erreur, mais c'était bien qu'on l'entende. On est précisément en 1778, Mozart est à Paris comme nous en parlions tout à l'heure, et c'est d'ailleurs à Paris qu'il va composer l'essentiel de sa musique pour flûte. Et ce concerto pour flûte et harpe, qui pour les amateurs de Mozart est l'une des 5 plus belles pages de toute l'œuvre, il la compose à la demande d'un monsieur qui s'appelle le duc de Guine, qui a pas mal d'argent, qui joue un petit peu de flûte lui-même, enfin bon, en amateur, qui a une fille qui s'essaie un petit peu à la harpe. Elle n'est pas terrible, mais enfin, elle joue un peu de harpe. Et ce duc de Guine engage Mozart pour composer un concerto pour flûte et harpe de la part de ce monsieur de Guine, pour que ce noble puisse le jouer avec sa fille. Et au final, le duc de Guine ne va pas payer les leçons que Mozart va donner à la fille et il ne paiera rien pour le concerto. Enfin, il va payer la moitié des leçons et il ne paye pas le concerto. Donc c'est encore un mauvais souvenir pour Mozart. En tout cas, il nous reste à nous le concerto en question, qui est l'une des plus belles pages, concerto pour flûte et harpe, à écouter absolument. Le Köchel, c'est 299, c'est facile. Qu'on a écouté tout à l'heure. Oui. Voilà, donc on se promène un peu dans la vie de Mozart. On peut parler de sa mort. Moi, j'ai été très, très surprise parce que vous n'en parlez pas dans votre livre et pour cause.
Si vous tapez mort de Mozart sur Internet, vous verrez il y a 140, 140 façons différentes de mourir. Il y a encore des scoops qui sont faits il y a 2 ans où on ne sait pas de quoi il est mort, parce qu'il est mort très jeune quand Oui. même. Vous Oui, avez oui. une idée ou pas? Vous en parlez pas dans votre livre? Non, j'en parle pas parce que moi, j'aime pas mentir, j'aime pas raconter des histoires. Et quand on ne sait pas, on ne sait pas. Il y avait 50 raisons, en effet, pour que... 140 sur Oui, bah, Internet. 140, on peut en inventer encore une bonne centaine si on cherche bien. Mais en réalité, on ne sait pas parce que euh, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer, mais il y a aussi des facteurs tout à fait hasardeux, un virus, un mauvais rhume, n'importe quoi. Il faut rappeler qu'à l'époque, il n'y a pas d'antibiotiques. Donc, très très vite, les choses tournent très mal. Ce qu'on sait, c'est que Mozart était réellement épuisé, puisque cette année 1791, c'est quelque chose d'insensé, la somme de travail de Mozart, toute sa vie. Mais alors, cette année-là, il bat tous les records. C'est un rythme infernal. Au mois de juillet, un inconnu frappe à sa porte et on connaît l'histoire, lui commande un requiem. Il faut savoir ce que c'est qu'un requiem. C'est une messe des morts Oui. avec un nombre de pages de partitions à noircir qui donne le vertige. Et au moment où il reçoit cette commande, il est déjà en train de travailler à la flûte enchantée, qui est l'opéra qu'on connaît. Et en plus de ça, il reçoit au mois d'août, c'est-à-dire le mois suivant, la commande de la Clémence de Titus. Donc, en gros, Qui doit lui rapporter de l'argent, ça. Hein, oui, c'est vrai. C'est alimentaire. Mais en tout cas, avec les injonctions que l'on devine, c'est-à-dire il fallait rendre ça le plus vite possible, il fallait que ce soit prêt à l'heure parce que c'était joué devant le public, il n'y avait pas de solution, on ne pouvait pas dire ah ben, c'est pas tout à fait fini, revenez dans 3 semaines. Donc il y a de quoi être stressé, il y a de quoi être débordé de travail et épuisé. Parce que, Donc il est mort très rapidement. Comment ça s'est passé? On a une idée de... Ben, il n'a pas eu une agonie qui a duré des mois, si vous voulez. Il est tombé malade. Enfin, on sait qu'il commence à s'aliter au début du mois de décembre et que voilà, il va mourir très rapidement, à bout de force. Mais C'est-à-dire dire de quoi, c'est impossible. Combien de temps après? En Quelques janvier? jours. Quelques jours. Ouais, ouais. Ah oui, c'est fulgurant. Mais bon, Mozart avait l'habitude, même malade, de ne pas se préoccuper de la maladie et de marcher quand même, hein. Mais là, il a été obligé de s'aliter et il en est mort. Alors, on parle de problèmes pulmonaires, on parle du cœur. On parle des reins, on parle d'empoisonnement, voilà, on parle mais, de tout ce qu'on veut. Moi, je ne me risquerai pas parce que j'ai vraiment bien cherché et j'ai préféré dire on a inventé des quantités de choses. Mais ce que je dis surtout, c'est que ce ne sont ni les dettes ni la maladie finalement qui l'ont tué. C'est le travail. C'est sans doute son travail et... Alors comment se fait-il qu'il était bourré de dettes comme ça alors que c'était le plus grand compositeur? Ah oui, mais parce qu'on n'est pas, vous savez, c'était pas Hollywood à l'époque, hein. En général, on était l'employé d'un maître qui était un prince ou un prince archevêque, dans le cas de Mozart, et on était en quelque sorte comme un valet, comme un domestique. On était employé à temps plein avec un solde établi une fois pour toutes. Et puis, ça a été le cas de Jean-Sébastien Bach, par exemple, qui a composé 1200 œuvres, lui, mais en 65 ans, et qui, pareil, a toujours été l'employé de quelqu'un, alors plus ou moins bien payé, mais de toute façon, ce n'était pas mirobolant. Il n'y avait pas de droit d'auteur. D'ailleurs, la musique, elle était jouée dans le petit cercle où on habitait, quelquefois un peu plus loin si on s'appelait Mozart, mais c'était pas, ça partait pas sur Internet dans le monde entier. Bref, il y avait assez peu de moyens de gagner beaucoup d'argent avec sa musique. Cependant, il fallait se loger, il fallait se nourrir. Et toute sa famille. Et toute la famille. Et puis, il fallait aussi être dans des villes où les loyers étaient plus chers qu'à la campagne. Parce que... Il était souvent invité quand même. Quand il voyageait, il était invité chez les seigneurs. Ça a été vrai surtout quand il était plus jeune, quand il était enfant, où en effet, il était accueilli par des familles nobles, par les rois, par les gens les plus importants de son temps. Mais devenu adulte, ça n'a plus été pareil. Il a été au service du prince archevêque de Salzbourg pendant longtemps, qui le traitait comme un domestique. Et d'ailleurs, il l'a quitté un jour à bout de nerfs, parce qu'il en avait marre de se faire traiter comme ça. Et il a pris le risque d'aller à Vienne, dans les dernières années de sa vie, où ce qu'il a gagné à Vienne, c'est parce qu'il a produit des opéras géniaux qui ont eu du succès public. Et c'est vraiment son mérite artistique qui lui a valu d'être un peu moins dans le besoin. Mais enfin, même à Vienne, il fait des lettres à ses amis
pour lui Ses demander amis de la... francs-maçons, donc on Oui, va entre arriver autres, sur le oui. côté franc-maçonnerie, puisque c'est à Vienne finalement que ça se passe. Oui, Hein. oui, c'est ça. Et, la loge est à 2 pas de chez lui. Oui, alors il faut dire que c'est très à la mode à ce moment-là. Toute la bonne société parle de franc-maçonnerie. Il est bon de faire partie d'une loge. On C'est que pour les bourgeois et les nobles. Hein, Surtout, oui, surtout, surtout. Mais enfin, il y a quand même on fréquente des gens de conditions plus ou moins hautes quand même. Hein. Il y a à la fois des très grands prélats, il y a des princes, et puis il y a Mozart qui n'est qu'un musicien finalement, même si c'est un musicien aujourd'hui devenu célèbre. Donc, mais en réalité, oui, c'est pas les terrassiers sont rarement francs-maçons à l'époque. Hein. Et pourquoi le fait-il? Parce qu'on lui fait signe et parce que à Vienne, c'est aussi une porte d'entrée utile pour fréquenter la bonne société, pour se faire connaître. Et puis parce que depuis la petite enfance, vous parliez tout à l'heure de ces rencontres dans l'enfance avec des francs-maçons. Il en a rencontré à Paris, il en a rencontré un peu partout. Et il a entendu parler de cette école philosophique qui est très proche de ce qu'il cherche, c'est-à-dire il cherche le mystère de la vie finalement. Ce qui est intéressant dans votre livre aussi, c'est que vous avez retrouvé l'initiation de Mozart. Enfin, Oui, c'était tenu, c'était écrit, ça figure encore dans un musée. oui, il y a sa Ciseaux. convocation en effet pour son initiation dans la loge de Vienne, etc. On a retrouvé, mais ça c'est parce que l'organisation, les francs-maçons tiennent à jour des cahiers extrêmement rigoureux où on sait qu'à telle date, même il y a 300 ans, on sait qu'il y a eu une réunion à tel endroit où il y avait un tel, chacun a signé. Enfin, donc ça permet de retrouver aujourd'hui des pourtant, traces. la franc-maçonnerie à l'époque à Vienne n'avait pas une bonne presse, puisque c'était qui le roi? C'était Léopold. Oui. Ne voulait Léopold plus, avait peur un petit peu de. C'est-à-dire que, en fait, c'est l'empereur Joseph II qui, dans un premier temps, avait montré son soutien aux francs-maçons. Et puis, il y a eu quelques mouvements en Europe qui ont plaidé en défaveur de la maçonnerie. Et par prudence, à partir de 1785, il a commencé à ordonner la fermeture des loges, ou en tout cas leur regroupement, pour pouvoir les surveiller, en fait. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que l'ordre maçonnique inquiète, pose des questions et diffuse comme ça un parfum de mystère qui génère de la méfiance. Alors, Mozart fait son initiation et quelques temps après, son père fait son initiation. Ça, oui, c'est drôle aussi. Extraordinaire, et dans la loge de Mozart. C'est-à-dire qu'en fait, son père est devenu son frère à l'occasion d'une cérémonie qui a dû certainement être très émouvante. Et quand son père repart, parce que son père est venu de Salzbourg, lui, il habite toujours à Salzbourg, Mozart est à Vienne, et quand son père repart à Salzbourg, eh bien, ils ne se reverront plus jamais. Son père est mort de quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter Parce que là, je sais plus. Eh bien, puisqu'on parlait de franc-maçonnerie, on peut écouter un chant maçonnique. Je pense que c'est la plage 6. La plage 6. Mais je commence à douter de moi parce que je m'aperçois que j'ai mal fait mon CD. Si, c'était juste la fin qui n'allait pas. Je suis sûre que c'est la bonne. Thank you.
Ah, on ne m'entendait plus, pardon. Donc je disais à l'instant que c'est ma faute. Je disais à l'instant que ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait de La Flûte enchantée, le duo de Tamina Pamino. Et c'est quand même un opéra maçonnique. Et puis donc, pour revenir à ce que nous disions précédemment sur la franc-maçonnerie, Mozart a écrit beaucoup de pages dites maçonniques, dont des chants masculins, bien sûr, hein, il n'y a que des hommes, et en particulier La Joie des maçons, qui est une cantate maçonnique d'Imar Freud, qui est très connue des musiciens, composée en avril 1785, donc 6 ans avant sa mort. Et vous allez voir, c'est un chant très, très joyeux, comme ça, très, très enlevé. C'est une cantate pour ténor et chœur d'homme, et qui reflète assez bien, enfin, qui veut donner l'écho de la fraternité. Voilà, donc toujours dans la collection L'œuvre au noir de chez Trajectoire, le livre d'Hubert Thébault, Mozart et les 3 clés du temple. Nous sommes dans le temple et dans les symboles maçonniques que l'on retrouve dans ces chants. Il y a d'abord le 3. Ah bah oui, tout le monde sait ça, je crois. Hein. L'un des symboles, le symbole le plus fort des francs-maçons, c'est le 3. Alors, avec toutes les déclinaisons qu'on peut imaginer, un homme, une femme et un enfant, ça fait 3. La Trinité. Oui, la Trinité, etc. Et Les donc, 3 points. les fameux 3 points, les frères 3 points. Et quand on traduit ça en musique, eh ben, forcément, ça nous donne, par exemple, 3 bémol ou 3 dièses à la clé. Ça donne aussi le rythme ternaire, qui est tatin, que l'on retrouve en termes d'éléments rythmiques dans beaucoup de pages de Mozart. Et je me suis amusé, en effet, dans ce petit livre, à aller chercher un petit peu toutes les traces de cette symbolique maçonnique dans l'œuvre de Mozart. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a, par exemple, la rythmique, c'est-à-dire l'utilisation des silences, l'utilisation de l'aération ou des syncopes dans sa musique. Là, ça devient un petit peu technique, mais c'est vrai que c'est un... C'est les espaces. Oui, voilà. Et là encore, enfin, un symbole tout à fait classique de la maçonnerie, l'espace et l'ombre, la lumière, la respiration, tout ça. Donc, il est intéressant d'écouter les morceaux qui sont recommandés et de voir comment on peut reconnaître, en effet, dans les pages proposées, les symboles les plus évidents. Le rythme ternaire, noir pointé croche également, enfin, qui donne un certain allaitement, une certaine hésitation à la musique. Tout ça, ça donne toute la panoplie des ruses de Mozart pour mettre de la vie dans sa musique. Vous parlez d'une poussée ascendante aussi, où l'on peut voir le symbole de la montée à l'Orient. Ça s'aperçoit dans la symphonie de Prague ou la symphonie Jupiter, oui. Et le concerto en ré mineur. Oui, voilà, entre autres, oui. Alors, ces grands opéras, Les Noces de Figaro, on a La Clémence de Titus et Don Juan, qui est moins connu. Oui, alors Don Juan, c'est quand même une histoire très ancienne et très... je pense que la légende de départ est assez connue parce qu'elle date de Tirso de Molina, c'est-à-dire du XIIe siècle. Elle a été réutilisée sous plein de formes après, sous forme au théâtre, sous forme de conte, sous forme d'opéra, bien sûr, avec celui de Mozart qui est le plus beau de tous les temps. Et La Clémence de Titus. La Clémence de Titus, qui est aussi un opéra assez initiatique parce qu'il y est question de l'autorité ou plutôt de la non-autorité d'un prince, en l'occurrence. Et le propos de Mozart à cette occasion-là, c'est de montrer que, pour faire simple et court, que l'autorité d'un empereur, par exemple, c'est aussi de savoir dire non, c'est aussi de punir les traîtres, c'est aussi par moments d'être un peu plus que quelqu'un qui dit amen à tout ou qui recule à la première difficulté. Et
cet opéra, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une commande du théâtre de Prague. C'est en août 91, donc 4 mois avant sa mort, exactement, ou 5 mois. Et c'était pour le couronnement de Léopold II. Donc il est très motivé, si je puis dire, Mozart. Hein, si on compose pour le président de la République, on est motivé pour faire quelque chose de beau. Il veut faire à la fois quelque chose à la gloire de l'empereur, mais aussi quelque chose qui a plus de profondeur symbolique. Et il y a donc ces messages, les messages de ce que doit être la posture charismatique d'un leader, d'un empereur. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter là? Alors là, on peut écouter quelque chose de magnifique à propos de l'œuvre instrumentale, cette fois, qui est le rondo du concerto pour clarinette. C'est une histoire intéressante. Je pense que c'est la plage 9, mais maintenant je ne suis plus sûr de rien. On était à la 7. Je pense que c'est la plage 9. Et alors, la clarinette mérite qu'on en parle, parce que d'abord, c'est un instrument très nouveau du temps de Mozart. Peut-être il faut rappeler que dans les grandes familles d'instruments de musique, il y a les instruments avant. Le premier de tous, après le tambour, enfin après la percussion, parce que le premier instrument inventé par l'homme, c'est un tronc d'arbre sur lequel je tape. S'il est un peu creux, ça sonne. Donc, c'est le tout premier instrument, la percussion. Et pourquoi ? Parce que ça reproduit les battements du cœur et que donc on essaie de se mettre en rythmique, en résonance avec ce qui bat dans notre poitrine, tout simplement. C'est pour ça qu'on adore la batterie, qu'on adore le rythme en général. Et puis juste après, ce que découvre l'homme très vite, c'est la flûte. C'est je souffle dans un morceau de bambou, dans un morceau de roseau, et tiens, ça fait de la musique. Puis après, je m'aperçois que si je fais des trous et que je mets mes doigts plus ou moins dessus, ça change la note. Alors donc, la flûte est un des instruments les plus primitifs. Et puis, on va compliquer ça avec la mécanique, c'est-à-dire que du temps de Mozart, on a déjà de très très bons orfèvres, horlogers, etc. Donc, on sait fabriquer des mécanismes assez fins pour qu'avec des clés que l'on manipule avec les doigts, on bouche ou on débouche des trous sur un morceau de bois percé, tout simplement. Alors, la première clarinette, celle pour laquelle compose Mozart, c'est un instrument beaucoup plus rudimentaire que celui qu'on a aujourd'hui, mais c'est un instrument qui a le mérite d'avoir une chaleur, une sonorité très belle, que Mozart adore. Et en plus, il est très ami avec un garçon qui s'appelle Anton Stadler, qui est le meilleur joueur de clarinette de l'époque, ami et franc-maçon aussi, donc frère de Mozart. Et c'est pour lui qu'il va composer, entre autres, le concerto pour clarinette en la majeur qu'il faut écouter absolument, c'est le K622. Et là, je vous ai apporté un petit extrait du rondo. Alors le rondo, c'est un des mouvements, parce que c'est en plusieurs mouvements de différentes vitesses. Et ce morceau date d'octobre 91. 7 octobre 91, c'est la date officielle. Donc on est 2 mois avant la mort de Mozart. Voilà, le rondo, alors on a remarqué que c'est très rythmé. Oui, c'est très joyeux. C'est joyeux, c'est vif, mais en même temps, Mozart adorait surtout la couleur très chaude. On a bien reconnu la clarinette, on a entendu ce souffle et cette rondeur du bois que Mozart aimait particulièrement comme sonorité. Et il a composé pour ces instruments-là, les instruments à vent et en particulier la clarinette, et le basson aussi, qui est une autre version un peu plus grave. Il a composé énormément de très belles pages. Il était passionné par ça. Il jouait du clavecin, mais de quoi il jouait aussi, Mozart ? Il jouait essentiellement du clavier, parce que c'était son instrument d'apprentissage. Il a commencé au clavecin. D'ailleurs, c'est l'occasion de rappeler que
Il y avait déjà des pianos au moment où naît Mozart, puisque le piano a été inventé en 1720. Mais ce n'était pas l'instrument de famille le plus répandu, c'était le clavecin. Alors la différence entre le clavecin et le piano, c'est peut-être intéressant de le dire au passage, c'est que dans le clavecin, quand vous appuyez sur une touche, il y a un bec qui fait sonner une corde, une fois pour toutes. C'est un petit peu comme si, avec votre ongle, vous pincez une corde de guitare. Alors que le piano, c'est un instrument à cordes frappées, donc c'est un mécanisme plus compliqué, où quand on appuie sur une touche, selon qu'on appuie fort ou pas fort, le son est fort ou pas fort. Ça permet de mettre une expressivité qui était interdite au clavecin. Donc Mozart était essentiellement claveciniste et un homme de clavier. Alors il jouait de tout ce qu'il y a des claviers, de l'orgue, de l'épinette, du piano bien sûr. Et pour revenir au piano, c'est Cristofori qui a inventé le piano en 1720. Cristofori est évidemment, comme son nom l'indique, un Italien. Et donc, ça faisait quelques décennies quand est Mozart que l'instrument était répandu, mais il n'était pas autant que ça. Ça ne l'a pas empêché quand même de composer les plus beaux concertos de piano du monde. Alors donc, il composait, c'est écrit dans votre livre, il composait d'abord sur un clavecin et c'est qu'au dernier moment qu'il adaptait avec les autres musiciens, c'est-à-dire les autres instruments. Oui, les autres parties. Alors il faut savoir que une partition d'opéra, par exemple, il y a un nombre de portées les unes en dessous des autres absolument hallucinant. Il peut y avoir jusqu'à 30, 40, 50 instruments différents. Alors, il y a l'essentiel, c'est la ligne mélodique, c'est les harmonies, et puis ce sont les ornements ensuite. Et puis, c'est évidemment aussi la distribution par instrument. Donc, pour chaque instrument, on écrit dans des clés différentes, donc pas à la même hauteur. On tient compte de leur registre, de leur tessiture. Et Mozart avait certainement, comme tous les compositeurs de cette envergure, comme Beethoven et Schubert et les autres, avait dans la tête le résultat final. Mais la première chose qu'il composait sans nul doute, c'était la mélodie et c'est son accompagnement, c'est-à-dire les harmonies de ces différents thèmes. Et ensuite, il procédait à ce qu'on appelle l'orchestration, tout simplement, c'est-à-dire l'écriture de toutes les autres parties. Mais il le faisait à une vitesse hallucinante parce qu'il y a au musée de Mozart à Vienne, que je recommande à tous ceux qui ont la chance d'y aller, il y a un film exceptionnel qui a été fait de nos jours évidemment, mais où les musicologues ont tenté de reproduire la vitesse à laquelle Mozart devait écrire. Parce que c'est pas très compliqué, avoir écrit autant de choses en si peu de temps, on est bien obligé d'avoir une écriture très rapide. Et c'est très très spectaculaire, on a l'impression d'un film en accéléré, et en fait c'est juste la vitesse à laquelle écrivait Mozart, c'est-à-dire que vous voyez des notes comme autant de pattes de mouche qui tombent sur la feuille à toute allure, et on va à la ligne suivante et on continue. Et ça va à une vitesse folle parce qu'il avait tout dans la tête. Oui, vous dites aussi qu'à un moment, il était au clavecin en même temps qu'il était chef d'orchestre d'un morceau qui passait. Oui, bien sûr. Oui. Et comment il peut faire? Parce que s'il est en train de jouer au clavecin, il ne peut pas être... Vous savez, le rôle d'un chef d'orchestre, c'est pas forcément de remuer les bras à chaque seconde. Hein. D'accord. Donc, on peut d'une main déjà donner les indications principales à l'orchestre, surtout quand on a bien travaillé ensemble et que chacun sait ce qu'il a à faire. Alors, il est mort le 5 décembre 91, c'est ça? 1791, absolument. Et vous dites que sa flûte enchantée fut désenchantée pour longtemps. Personne ne joua pour lui son ode maçonnique. Cette déploration funèbre qui témoigne si intensément d'une violente prise de contact avec l'idée de la mort libératrice, tout en célébrant prodigieusement l'héroïsme de l'espérance. Ça veut dire que quand il est mort, il y avait quand même du monde à son enterrement. Non. Du tout. On sait qu'il faisait un temps déplorable. Hein, ça, on le sait parce que c'est pas très étonnant. À Vienne, en début décembre, il fait pas beau. Hein. Et donc, les gens n'étaient pas au courant ou comment ça s'est fait? Non, mais Mozart n'était pas une star. Il faut bien comprendre ça. Il était connu dans le milieu musical. Il était connu amis, aussi du public. Il avait quelques amis, mais alors il n'a pas été enterré sans personne, mais il y avait très peu de monde. Et il a été aussi, alors ça tout le monde sait ça, il n'a pas bénéficié d'une tombe personnelle, il a été jeté dans la fosse commune de Saint-Marc. Parce qu'il n'avait pas d'argent? Parce qu'il n'avait pas d'argent, parce qu'à l'époque aussi,
se faire enterrer tout seul, c'était vraiment le fait Ouais. d'une catégorie sociale extrêmement peu nombreuse. C'était les très riches qui faisaient ça. Ça coûtait très cher. Et puis, il y avait une troisième raison, c'est qu'à l'époque, on craignait, on a tendance à l'oublier toujours, mais on craignait énormément les épidémies, vous voyez. Oui, on ne savait pas de quoi il était mort. Donc avec les morts, quand on ne savait pas trop de quoi ils étaient morts et qu'ils avaient mauvaise mine, on avait tendance à leur mettre une pelletée de chaux et à les mettre dans un trou où se trouvaient déjà des cadavres qui baignaient dans la chaux pour que tout ça soit bien garanti contre les maladies. Donc on sait qu'il a été enterré dans une fosse commune. Depuis, on a mis un pseudo-monument à Vienne pour Mozart. D'autres ont dit qu'ils avaient retrouvé le crâne de Mozart. En réalité, on n'a pas vraiment de preuves que c'est bien son crâne parce qu'on n'a pas d'éléments pour en être certain. Comment ils auraient pu retrouver un crâne alors Oui, qu'il c'est était à ça, la fosse c'est- commune bon. c'est- Alors, il est vrai que dans les années suivantes, les fosses communes ont été déterrées, que les cimetières ont été réaménagés. Mais enfin, de là à dire que le crâne de Mozart a été récupéré parmi tant d'autres et mis à l'abri et conservé, c'est pour ma part un peu douteux. Et puis j'ai envie de dire, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse parce que les restes, physiques d'une Oui. créature n'ont pas de raison d'être idolâtrés. Je Non. pense qu'il ne faut pas se Il y a fabriquer une d'idoles statue humaines. à Vienne. Il y a une très belle statue en oui. revanche, oui, qui est dans le jardin, très beau également, qui se trouve, j'en ai fait la photo, elle est à la fin du livre. Au parc Burgarten. Burgarten, oui, qui est le parc en fait de la résidence où était par exemple la fameuse Sissi impératrice. Et c'est un monument qui a été fait il n'y a pas longtemps, hein, c'était en 1896, donc c'était il y a un peu plus de 100 ans, et 130 ans à peu près. Et donc c'est un monument qu'on doit à un certain Victor Tilgner, mais il est très beau. Et Mozart trône enfin au sommet d'une colonne de marbre qu'il a bien mérité. Oui, c'est ça, c'est du marbre, c'est du marbre blanc. Donc, les francs-maçons quand même de la loge que fréquentait Mozart se réunirent en tenue funèbre à l'occasion du décès de leur cher frère. Mais bon, ils ont fait ça entre eux sans lui. Oui, oui, Ah forcément, mais je veux dire que c'est aussi une tradition chez les francs-maçons, ce qu'on appelle une tenue funèbre. Quand l'un d'entre eux, On a même disparaît, eh bien, on fait une cérémonie de deuil. on a même le texte qui a été lu Oui. à cette époque-là. Est-ce que c'est le même? Non, c'est pas le même texte pour tout le monde. Non, On pas du change. tout. Non, non. En l'occurrence, ça doit être le président de la loge de l'époque qui s'appelait un certain Hensler, qui a écrit avec tout son cœur et toute sa bonne volonté du moment un hommage à Mozart. Vous pouvez lire juste le début parce que je trouve ça très, très beau. Le grand architecte de l'univers, c'est ainsi que les francs-maçons appellent Dieu ou le Créateur. Hein. Le grand architecte de l'univers vient d'enlever à notre chaîne fraternelle l'un des maillons qui nous étaient les plus chers et les plus précieux. Qui ne le connaissait pas, qui n'aimait pas notre si remarquable frère Mozart? Il y a peu de semaines, il se trouvait encore parmi nous, glorifiant par sa musique enchanteresse l'inauguration de ce temple. Et tout est sur la même veine, bien entendu. Et alors, puisqu'on parle de l'inauguration du temple, toujours sous la réserve de ne pas me tromper de plage, je crois que c'est la plage 8, c'est un adagio composé par Mozart pour les cérémonies en loge. Donc ça va nous donner l'idée de ce que les frères réunis dans un temple maçonnique à l'époque de Mozart pouvaient écouter comme musique entre deux mouvements, entre deux épisodes de ce qu'ils font ensemble. Voilà, ce sont des petits morceaux très courts comme ça. Alors celui-là, je l'ai raccourci quand même. Mais ce sont des petits morceaux qui sont des intermèdes finalement entre deux épisodes de la soirée, qui sont assez cérémoniels, qui sont paisibles aussi. Vous voyez, là, c'est un adagio en fa pour clarinette et basson. Et donc, voilà, on est dans une atmosphère de paix, de calme. Alors, vous avez un chapitre à la fin qui est pour ceux que ça intéresserait, le rituel de réception de Mozart, donc, mais sa visite au candidat dans le cabinet de réflexion, Oui. avec toutes les questions qu'on lui a posées pour son initiation. Oui. C'est amusant, je pense que ça n'a pas trop dû changer au niveau des loges maçonniques. Hein, non, pas vraiment, je pense aussi, étant donné que le principe est toujours le même, quand un candidat s'apprête à être initié
dans l'ordre maçonnique, eh bien, il est accueilli d'abord dans une petite pièce où on lui demande de réfléchir, etc., etc. Et cet extrait du rituel de Mozart nous renseigne un peu sur ce qu'on lui demande, etc. Et c'est assez amusant parce que, évidemment, le principe général de cet interrogatoire, si j'ose dire, c'est s'assurer que le candidat mérite d'être parmi les frères et tout ça. Dans le cas de Mozart, je pense que les questions étaient un petit peu inutiles parce qu'il le méritait largement. Oui, parce qu'il a été sur 2 loges en même temps, c'est-à-dire qu'il a été compagnon et puis très vite maître. Oui, alors à l'époque, on passait les grades parce que vous savez que c'est une école philosophique qui procède par grade. On est d'abord apprenti, puis compagnon, puis maître, et tout le monde sait ça. Et à l'époque de Mozart, ce qui est assez spectaculaire, c'est que ça peut se faire, enfin, cette évolution en degrés peut se faire en quelques semaines, très rapidement. Mais Mozart était déjà maître bien avant de fréquenter les loges maçonniques. Qu'est-ce que vous pourriez dire? D'abord, j'aimerais qu'on termine avec un morceau un peu plus long. Quel est le morceau de Mozart, en me donnant un Köchel, si vous le savez, qu'on pourrait mettre pour la fin de l'émission, c'est-à-dire changer mon indicatif de fin pour terminer cette émission? Quel est... Alors, de toute façon, quelque chose de splendide, mais peut-être un morceau un peu plus connu que ceux qu'on a écoutés et qui va nous réconcilier. La symphonie 40, par exemple, ou si vous voulez, la symphonie K466. Non, c'est un concerto, mais vous le trouverez plus facilement. 466. K466, oui. C'est un concerto en ré mineur, ce qui me donne l'occasion d'ailleurs d'expliquer que concerto, ça veut dire cum certare, c'est-à-dire jouer ensemble. Un instrument soliste est en compétition en quelque sorte avec le reste de l'orchestre. Et là, en l'occurrence, c'est du piano, bien entendu. C'est un piano qui est la vedette du morceau. Qu'est-ce que vous pourriez dire maintenant pour terminer l'émission en ce qui vous concerne? Eh bien, je voudrais dire que ce petit livre, si vous voulez bien vous y intéresser, ça vous permettra bien entendu de revisiter Mozart sous des angles mal connus, peu connus, sous un angle général surtout, qui sera, je crois en tout cas, très intéressant pour les parents. Parce que Mozart est le type même d'un enfant génial, extraordinaire, comme tous les parents rêveraient d'en avoir, un génie. Et le génie, ça n'est pas un coup de baguette magique qui serait donné par un dieu sur la tête de quelqu'un qui aurait cette chance. Le génie, ça se travaille. Et c'est le résultat de 3 clés que l'on peut donner aux enfants si on les aime. S'intéresser à leur passion, les encourager dans leur passion, ne pas les juger, ne pas leur interdire de pratiquer une discipline qui les tente, et puis surtout, exiger d'eux, parce que les enfants, figurez-vous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas du tout clients pour la fainéantise, ils ont envie qu'on leur donne quelque chose de beau à faire. Alors, je rappelle le titre de votre livre, Mozart et les 3 clés du temple, aux éditions Trajectoire. Vous vous appelez Hubert Thébault. Et je vous remercie de m'avoir reçu. Et moi aussi, je vous remercie d'être venu. C'était un grand plaisir.